Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur des histoires étranges d'Halloween. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on est en compagnie de notre vieux compère Simon Predge d'Ars Moriendi. Hein, c'est moi ça? Je pensais que j'étais juste spectateur aujourd'hui. Oh que non, oh que non. Oh que non. Même qu'une chance que t'es là parce que ce spécial Halloween ne serait pas le même. C'est un peu une tradition. Oui, exact. Moi, c'est un peu un show auquel j'ai toujours hâte à chaque année. Oui. Pas que j'aime pas ça être en duo avec toi à longueur d'année. Mais on se tanne un moment donné, tu sais. Je le sais. Jamais. Mais à chaque fois qu'on fait notre spécial Halloween, moi, c'est toujours un moment que j'appréhende très positivement. J'ai toujours hâte de voir aussi quelles histoires on va sortir. Oui. Parce qu'en plus, c'est un peu ça le concept. C'est très simple, mais on se dit pas nos histoires. Chacun, Exact. on en choisit une. On s'assure de pas avoir de doublons, évidemment, un peu à l'avance. Mais on essaie de garder un mystère parce que même entre nous, on sait pas de quoi les autres vont parler. Donc, Non, exactement. Non, C'est mais ça qui est le avant fun. tout, là, c'est parce que vous êtes des bons amis, puis on se voit pas assez souvent. Fait que ça, c'est toujours un bon prétexte pour se redonner des nouvelles, puis jaser. T'as bien Exactement. raison. Exactement. Donc, encore une fois, le concept, c'est simple. On a chacun une histoire. Moi, j'ai bien hâte de vous conter Oui, la j'ai hâte mienne. d'entendre ça. Et puis, on va choisir... on a une méthode un petit peu ésotérique pour choisir, en plus, l'ordre dans lequel on va vous raconter ces histoires-là. Donc, on les découvre en même temps que vous, chers auditeurs. Et puis, est-ce qu'on est prêt à dévoiler l'ordre, Simon, peut-être? On est prêt, mais c'est pas nous qui va le dévoiler. Oh non, hein? Comment on va faire ça? On a une planche de Ouija. Et c'est elle qui va nous dire qui elle a envie d'entendre en premier. Oh. Donc, allons-y, demandons à Ouija. Ok, posez vos doigts, pèsez pas trop fort. Ok. Ouija, es-tu là? On va redemander. Ouija, es-tu là? Ah, il bouge. Oh, je crois que ça se dirige vers un D. Non, non. Un F, peut-être, sur le... Oh, je pense que c'est plus un S. Oh, c'est moi! Je sais pas si c'est Attends. C'est quoi la prochaine? Ok, Seb, c'est ça, c'est toi. Bon, Ouija, ben oui. t'as pas besoin de finir, là, on a compris. Merci. Donc, mon cher Seb, Bon, t'es ton préféré, on Oui, dirait. ben oui, je le sais. J'espère que c'est pas un signe avant-coureur d'un mauvais sort qui va m'arriver dans le futur. Non, mais tu le sais pas, tu sais, on la connaît pas au fond, notre âme. Peut-être que ton âme attire les esprits, tu sais. T'es peut-être dans le fond une espèce de nounours qu'on a le goût de serrer fort dans le monde des esprits. On le sait pas, on y est Tout pas est rendu possible, encore. oui, Ben oui. effectivement. En tout cas, c'est ce que t'es pour moi. Ah, c'est fin. donc Seb, est-ce que tu es prêt à nous raconter ton histoire dans ce spécial Halloween? Oui, mais juste avant, Émile, on doit donner un gros shout-out à notre partenaire NordVPN qui présente l'épisode d'aujourd'hui. Yes. Dans notre monde hyper connecté, c'est très important de protéger nos données sur le web et de s'assurer d'utiliser Internet de façon anonyme. C'est pour ça qu'on vous recommande l'utilisation de NordVPN pour protéger vos communications en ligne, autant sur votre ordinateur que sur votre téléphone intelligent. Puis avec toutes les histoires tordues là, dont on traite à Distorsion, j'imagine plus surfer sur le web sans VPN. Oh Puis non. en plus de ça, lorsqu'on voyage, c'est toujours pratique d'avoir accès aux sites de nouvelles qu'on fréquente à la maison, de même que les sites là, de streaming comme Netflix ou Apple TV, sachant que bien souvent, ils sont bloqués dans d'autres pays. Donc, NordVPN vous permet de naviguer sur les mêmes sites qu'à la maison, peu importe vous êtes où dans le monde. Et si vous souhaitez vous rendre sur le dark web pour des raisons légales, bien sûr, ou encore transmettre de l'information à des journalistes ou enquêteurs de façon confidentielle, vous devez vous armer d'un bon VPN. Donc encore en 2021, NordVPN est toujours nommé dans les top VPN au monde. Oh oui!
Et même si vous êtes étudiant et que vous fréquentez les cafés Internet ou encore les bibliothèques publiques, ou si vous êtes parent et vous voulez vous assurer que vos enfants naviguent sur Internet en toute sécurité, NordVPN est essentiel pour vous. En plus, Distorsion a une promo très intéressante là, pour novembre. Vous savez, le Cyber Month avec le Black Friday et le Cyber Monday. Rendez-vous au nordvpn.com/distorsion pour profiter d'un immense rabais sur une souscription de 2 ans, genre 73%, en plus d'un beau cadeau bonus, genre 1 mois gratis. Oh oui! Ok, tout le monde ensemble, je vous entends dans le fond de la salle. VPN, VPN, NordVPN, hurrah! Si ton commanditaire il est pas content avec ça, là. Donc, Seb, est-ce que t'es prêt à nous raconter ton histoire dans ce spécial Halloween? Oui, madame! Yes! Mon histoire d'aujourd'hui s'intitule « Touriste trop curieux ». Aujourd'hui, j'ai choisi cette histoire-là parce que quand je cherchais des histoires pour vous parler, je suis tombé sur une histoire de maison hantée. Puis toutes les personnes qui me connaissent ou qui le savent à Distorsion ou qui ont vu notre show télé où ce que j'étais justement donc très réactif par rapport aux fantômes, j'aimais l'énergie, j'aimais qu'ils puissent nous communiquer. On dirait que même si je sais que ces outils-là, c'est peut-être de la fraude ou il y a une partie de moi qui aime bien avoir l'impression croire à ça, exactement. Et cette maison-là hantée qui a vécu un drame au début du siècle, encore aujourd'hui, il y a eu des événements particuliers, dont un qui est arrivé en 2014 qui m'a quand même fait un peu capoter, puis c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et également, il y a beaucoup de YouTubers et qui sont allés sur place puis pour filmer, puis il y a des traces numériques quand même, ça peut être falsifié évidemment, mais il y a des traces numériques de présence démoniaque dans cette maison-là, là, si on veut. Bref, on se retrouve le 7 novembre 2014 dans l'Iowa, aux États-Unis. Il y a un touriste, là, chasseur de fantômes, là, qui fait ça de manière, je te dirais, amateur, en fait. Il aime bien aller avec une gang d'amis, visiter des maisons hantées, amener leur appareil pour les EVP, là, pour vraiment mesurer si les entités leur parlent, vont sentir l'énergie et tout ça. Il y a toujours une petite part de comment dire, ben moi, je suis toujours un peu suspicieux envers ces appareils-là. Là. Souvent, on sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui fait réagir. Moi, je me disais, quand t'es parti là-dessus, je me disais, sais-tu quoi, ferme ta gueule. Mais moi, là, j'allais chialer. Ces machines-là, là, je m'excuse, là, mais j'y crois pas du tout. Ça coûte cher, hein? Ça coûte cher, oui, en c'est cher, plus. Mais c'est passé... je me rappelle pas du nom, mais il y en a un justement qui détecte les ondes magnétiques. C'est parce qu'il y a des ondes magnétiques dans toute petite casse, là, ta gueule. Là. Puis il y a des tonnes de recherches sur le domaine pour expliquer pourquoi c'est n'importe quoi cette affaire-là. Mais moi, je m'y connais pas beaucoup, je m'avancerai pas plus. Je vais juste dire que j'y crois pas beaucoup à ces machines-là. D'ailleurs, je pense que c'est dans un précédent spécial Halloween que j'avais parlé du comment ça s'appelait, le Collider, la plus grosse machine au monde. Son créateur avait justement dit s'il y avait des fantômes, cette machine-là l'aurait détecté, puis elle n'a rien détecté. Si la plus grosse machine au monde n'est pas capable, tu me feras pas croire qu'avec ton petit radio AM, toi, tu as détecté, je sais pas, Einstein, mettons. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour, on va découvrir que c'est nous qui avions tort. On est dans un spécial Halloween, donc on va tenter d'y croire. Ben oui, il faut embarquer, on sait jamais, parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent réagir, qui peuvent faire réagir une machine, même si la machine, ça peut être n'importe quoi, là. On te laisse poursuivre, Seb. Donc, c'est ça, je reviens à notre chasseur de fantômes. Lui, il voulait passer la nuit dans la célèbre Axe Murder House, qui est située dans la ville de Villisca, dans l'Iowa. En fait, c'est une petite ville, là, même pas 2000 habitants. C'est une des maisons Murder House les plus célèbres. Oui, puis même selon la plupart des chasseurs de fantômes, c'est la maison la plus hantée, même en Amérique. Selon eux. Et cette maison-là, ce chasseur-là a voulu vivre l'expérience de
passer la nuit dans cette maison-là parce qu'il y a beaucoup de gens depuis 99 en fait qui ont vécu toutes sortes d'événements lorsqu'ils ont passé la nuit sur place. Ils ont eu des troubles physiques, ils ont vécu des expériences surnaturelles, ils ont eu toutes sortes de troubles psychologiques, même pas juste pendant la nuit, mais suivant leur expérience. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là pour qu'elle soit hantée comme ça et qu'elle puisse avoir un pouvoir ou une hantise, en fait, sur ses visiteurs? C'est assez horrible. Puis c'est une histoire vraie. Là. Ça, moi, c'est... Dans le milieu de la nuit du 10 juin 1912, il y a une famille de 6 personnes et leurs 2 invités ont tous été assassinés de sang-froid à l'aide d'une hache. Et ça, c'est assez... je trouve il me semble que la hache, c'est une arme qui est iconique. Oui, puis... oui, mais il y a quelque chose. Oui, en fait, c'est souvent, on les voit dans les films d'horreur qui sont pas liés à la réalité. C'est parce que c'est tellement sauvage. C'est ça, j'allais dire. C'est sauvage. C'est plus agressif, je trouve, qu'un poignard. Parce que oui, un poignard, on s'entend un chest, mettons, faut que tu frappes fort. Si tu veux passer à travers, c'est pas si facile. Mais une hache, on est ailleurs, là. Là, faut que tu y ailles à 2 mains, puis il faut que tu y mettes toute ta force si tu veux qu'elle rentre la hache, parce que sinon, c'est pas une arme aussi violente que ça si tu frappes pas fort. C'est ta puissance, là, qui va faire traverser la lame, là, tu sais. Oui. C'est ça, tu l'as dit, c'est une arme sauvage, oui, barbare, là. C'est brutal. La scène va être plus difficile à cleaner aussi. Oui, ça devait pas être évident. Et toutes ces 8 personnes-là ont été assassinées. Ce dossier-là n'a jamais été résolu. Mais ce soir-là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que le couple Josiah, c'est un homme, là, c'est rare qu'on voit ce prénom-là, et Sarah Moore, donc la famille Moore et leurs 4 enfants, participent à un regroupement à leur église presbytérienne le soir, mais il y a 2 petites amies de filles qui viennent dormir à la maison en plus, donc c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à 8 personnes en fait. Il y a Lena et Ina Stillinger, 2 petites filles qui se sont joints à la famille. Ils sont rentrés à la maison des Moores autour de 21h45, 22h. Le lendemain matin, à 5h du matin, leur voisine Mary Peckham, elle étend son linge comme à l'habitude à l'extérieur, mais elle remarque que personne n'est debout dans la maison. À 5h du matin, pour elle, ça a l'air que c'est inhabituel chez les Moores. Pour beaucoup d'entre nous, 5h du matin, c'est très très tôt, mais si on se remonte dans les années 1900, justement, ils ont une ferme, je sais qu'il y avait des poules, je pense que l'habitude des gens était plus lève-tôt. Elle n'en fait pas de cas, elle continue à faire ses tâches ménagères elle-même. À 7h du matin, 2 heures plus tard, elle se dit, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y avait toujours personne dehors, elle va elle sort les poules du poulailler, elle va cogner à la porte, elle essaie de rentrer, la porte est barrée, toutes les stores, les toiles sont fermées. Il n'y a pas de réponse. Là, elle panique. Elle appelle son frère, le frère au propriétaire de Moores, pour qu'il vienne sur place. Il fait la même chose, pas d'entrée. Finalement, il a réussi il y avait un double des clés chez lui. Il rentre dans la maison et c'est à ce moment-là qu'il découvre dans la chambre d'amis, sur le lit, il y a deux corps qui sont étendus, ensanglantés avec le drap par-dessus. Et par la suite, en fait, ils ont fait le tour des maisons, pas des maisons, des pièces de la maison. Et toute la famille a été assassinée. Il appelle le détective Henry Hank Horton, qui arrive sur place. Là, c'est ça qui est fou de l'époque. Là, je vous rappelle, on est en 1912. À l'époque, les scènes de crime, là, ils étaient zéro protégées. Fait que ça n'a même pas pris 1 heure que toute la scène de crime était contaminée. Il y avait des centaines de personnes. Ça doit. Qui checkaient les cadavres. Tous les curieux. Hein. Oui, qui checkaient les cadavres, qui mettaient leurs mains partout. Même si à l'époque, ils n'utilisaient pas vraiment les empreintes digitales dans les années 1900, ça reste que ça le nuit complètement. Il y a eu un procès et tout ça, puis il y a eu plein... Ils n'ont jamais réussi vraiment à trouver des preuves tangibles par rapport aux coupables de cette scène-là. Il y a des théories, mais je vais y revenir plus tard. Oui. Mais en fait, même quand ils ont rentré sur la scène, ils ont remarqué quelque chose de particulier, c'est qu'il y a des coups de hache au plafond, entre autres, comme si la personne était petite, parce qu'à l'époque, les maisons étaient quand même avec des plafonds plus bas. Ils étaient très bas, oui. Oui, c'est ça. Puis le fait qu'il y avait plusieurs... Je regarde au plafond comme s'il y avait des coups ici. Mais le fait qu'il y avait des marques, pour eux, c'était un suspect sûrement de petite taille. Ce qui était étrange, c'est que les marques au plafond étaient
au milieu de la chambre, mais les lits, le plafond n'était pas... enfin, où est-ce qu'il y avait les marques, c'était pas vis-à-vis les victimes. Fait qu'il se demande s'il n'a pas voulu les menacer, puis parfois ça cognait en haut d'eux. Pas en haut d'eux, pardon, en haut sur le plafond. Les médecins ont conclu que les meurtres avaient eu lieu entre minuit et 5 heures du matin. Autre fait, 2 mégots de cigarettes ont été retrouvés dans le grenier, donc ils pensent qu'il y a sûrement un ou des tueurs qui ont attendu dans le grenier le temps que la famille se couche. Dans le fond, ils sont rentrés dans la maison pendant qu'ils étaient à leur soirée religieuse, ont attendu que la famille s'endorme et par la suite ont attaqué la famille. Ils ont commencé par le père, et le père, c'est lui qui a eu le plus de coups que tout le monde. Il a même perdu ses yeux, là, dans le sens que ses yeux étaient même plus retrouvables, tellement il a été magané. Après ça, la mère et tous les enfants, un après l'autre, il est revenu même refrapper l'aîné, et ça n'a pas de bon sens. Puis dans une des 2 petites filles, il y avait une petite fille, dans les invités, une petite fille de 12 ans. Ce qui est étrange dans la scène de crime, c'est qu'ils ont retrouvé une lampe à l'huile eux pensent qu'il était utilisé pour projeter le corps sur le mur, parce qu'en plus, la manière qu'ils avaient placé le corps de la petite fille, c'était comme une genre de position sexuelle. Elle avait plus ses sous-vêtements, contrairement aux autres, puis il y avait du sang partout, et selon les détectives, c'est la seule qui était réveillée parce qu'elle a des blessures de défensive sur le bras, pour empêcher de se faire agresser, mais malgré tout, elle aurait été agressée sexuellement, mais à l'époque, il faisait pas tous ces tests-là C'était limité post-mortem, exactement. Au fil du temps, bon, il y a eu de nombreux suspects, puis aujourd'hui, c'est ça, on s'évadera pas là-dessus. Il y a eu le révérend George Kelly, Frank F. Jones, William Mansfield, Loving Mitchell et d'autres qui ont été même jugés. Il y a George Kelly qui a été jugé à 2 reprises pour le meurtre, mais à chaque fois, le premier procès, le jury a été suspendu, puis le deuxième, il y a eu un acquittement. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de suspects qui ont été inculpés. Ils ne savent pas trop à qui attribuer le drame. Les historiens, de leur côté, eux, identifient aujourd'hui qu'il y a 3 possibilités pour les tueurs. Donc, c'est soit un tueur en série qui a fait d'autres meurtres similaires, soit un prédicateur itinérant avec des antécédents de conduite sexuelle. Ça, c'est les théories des historiens, puis celle-là, je la trouve un peu farfelue. Ben oui, c'est un peu intense de penser qu'un prêtre va tuer, 5-6 personnes, 8 pour en violer une. Ouais. Non. Moi, je pense que c'est un hasard que ça a donné que la petite fille soit là, puis il y a quelqu'un qui évidemment, ça tournait pas rond, là, mais qui en a profité. Mais la dernière est encore plus farfelue. Ça sera un sénateur de l'État qui aurait embauché un tueur à gages bourré de coke pour tuer les Moors. Mais c'est vraiment une théorie des historiens. Ben, tu sais quoi? Peut-être que je te glisserais très brièvement. Moi, c'est parce que je vais être franc, je ne l'ai pas lu, le livre encore. Mais il y a un auteur qui a lancé une théorie sur l'affaire Villisca, mais sur plusieurs autres affaires aussi. Okay. Lui, selon ses dires, de ce que j'en sais, c'est que ce serait justement un tueur en série qui sévirait le long du chemin de fer. OK. La Villisca House est proche d'un chemin de fer. Ça peut faire du sens. Ce que l'auteur a fait, c'est qu'il a listé tous les meurtres qui ont eu lieu à proximité du chemin de fer. Okay. Puis quand tu regardes la map, ça, j'avoue que je l'ai vu, c'est vrai que il y a un signe, il y a quelque chose. Là. On dirait qu'il y a beaucoup plus de crimes le long du chemin de fer. Toutefois, oublions pas qu'à une certaine époque, c'était un des moyens de transport principal. Oui, de marchandises autant que... T'avais beaucoup de criminels qui voyageaient dans les trains, donc c'est quand même logique qu'il y ait plus de crimes le long du chemin de fer. Une affaire que je sais du livre, mais là, je ne l'ai pas lu, fait que j'irai pas en profondeur. Mais je le lance comme ça, même si je ne suis pas d'accord, parce que selon moi, les dates ne concordent pas. Okay. Mais dans sa théorie, il croit que le célèbre H.H. Holmes aurait pu être le meurtrier de la Villisca House. Toutefois, comme je dis, les dates ne concordent pas. Toi, tu parles de 1912, mais en réalité, H.H. Holmes, il est mort avant ça, un petit peu avant. Juste avant que 1900 arrive. Toutefois, dans sa théorie, évidemment, on veut toujours forcer la théorie, fait qu'on va rajouter des faits, il n'aurait pas agi seul. Ah, ben oui. Fait que là, bon. Mais ce n'est qu'une théorie, je n'ai pas plus de détails que ça, mais peut-être c'est intéressant. Si je retrouve le titre du livre, au pire, je pourrais te l'offrir si tu veux l'ajouter dans les notes ou sur le site web, peut-être sur Facebook. Parfait. Ben oui, absolument.
Absolument, merci de cet aparté, Simon. Puis en fait, depuis les meurtres, c'est vraiment devenu une attraction touristique, cette maison-là. Puis c'est ça qui est fou, c'est qu'en 94, il y a une certaine Martha Lynn, qui aujourd'hui a 82 ans, elle a acheté la maison pour la restaurer comme à l'époque, parce qu'elle avait évolué la maison, il y a des gens qui ont habité dedans et tout ça. Elle, quand elle l'a acheté en 94, elle a tout enlevé l'électricité, la plomberie, elle l'a fait redécorer comme l'époque, et elle l'a transformé en attraction touristique. On peut la voir sur TripAdvisor. Tu as même des drôles de témoignages de familles qui vont là avec leurs enfants. Moi, je trouve ça un peu weird d'amener ton enfant dans une maison. Encore drôle, il y a des parents qui ne trippent pas gros sur leur enfant, là, on va se le dire. Vu comme ça. Mais même sur TripAdvisor, tu vois des photos de familles souriantes devant la pancarte. Ouais, c'est ça qui est weird. J'étais un peu mal à l'aise. Le jour, ça coûte entre 10 et 25 $, mais sinon, si tu veux passer la nuit, c'est 428 $. Et quand même, hein? Oui, quand même. Et il y a c'est ça, il y a vraiment plusieurs chasseurs de fantômes qui sont allés, puis là, justement, qui entendent des bruits, des sons. Puis si vous voulez aller voir sur YouTube, il y en a plein. Puis là, on en a déjà un peu discuté. Je pense que les deux, on croit pas trop à ces machines-là, tu sais, dans leur... Oui, l'équipement. Dans les l'équipement. fantômes, Non, mais l'équipement qui est fait ouais. pour traduire. Bref, par contre, je reviens à notre touriste Ghostbuster là, en novembre 2014. Oui. Le 7 novembre, Robert Stephen Lawson, Jr., 37 ans, de Rhinelander au Wisconsin, lui arrive là, justement dans la maison avec son groupe d'amis pour y effectuer une enquête. Il prend la chambre qui est située au nord-ouest de la maison. Je ne sais pas c'est celle de quel membre de la famille. Par contre, bref, chacun des membres du groupe, dans le fond, eux, ils prennent des walkie-talkies. Ils font souvent ça, là, les chasseurs de fantômes. Je m'en suis rendu compte. On dirait que les cellulaires, je pense que ça fait de l'interférence. Ils utilisent des walkie-talkies pour se parler entre les pièces. Puis eux, toute la gang avait ce système de communication-là pour se contacter s'il y a quoi que ce soit. Vers minuit 45, Robert appelle en détresse ses amis et demande de l'aide. En arrivant dans la chambre, ses collègues le retrouvent. Il était tout seul, là, poignardé. Il s'est auto-poignardé lui-même. Oh shit. C'est débile. Là. Wow. Puis c'est une vraie histoire, là, ça a été dans les médias. Okay. Ils ont appelé le 911, puis c'est quand même un endroit un peu isolé. Ils l'ont transféré à un hôpital à côté, parce qu'ils l'ont transféré par hélicoptère à un autre endroit. Heureusement, il n'est pas décédé. Puis ce qui est triste, c'est vraiment... Attends, ouais. Ça, c'est arrivé dans la maison durant leur visite? Oui, en 2014. Genre... Ouais. Puis, OK, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas t'en aller avec la suite. J'ai hâte de voir si on a si eux avaient des indices que ça aurait pu arriver. Non, en fait, ils n'ont jamais... C'est ça qui est plate, je trouve, c'est qu'ils n'ont jamais voulu témoigner après cet incident-là. Okay. Parce qu'il a guéri de ses blessures. Il n'est pas mort, mais heureusement, là, parce que c'est vraiment auto-infligé près du cœur. Il aurait pu y passer, le gars. Mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas de témoignage, mais on sait qu'il est arrivé quelque chose. Là. Il était tout seul dans sa chambre, il s'est vraiment rentré un couteau, mais on n'a pas plus de preuves. C'est ça qui est plate, parce qu'on a plein de preuves numériques, mais c'est toujours juste des sauts, des choses comme ça, malgré que la chaîne After Vision, à un moment donné, le gars, on le voit, il dit qu'il a reçu un coup sur le nez, puis il jure qu'il a mal. Mais tu sais, on peut pas on peut juste le croire, mais on peut pas le... Ouais, à la TV, c'est ça. En tout cas, hein? C'est ça, c'est pour ça. Il y a beaucoup de spectacles. Mais cette histoire-là, c'est ça qui m'a fait capoter, c'est que on n'a pas de traces de cet événement-là, mais il est arrivé quelque chose de vraiment weird. Est-ce que le gars souffrait de maladie mentale avant? Je pense pas. C'est jamais ressorti dans les théories et tout ça. Puis là, c'est ça, on n'a pas son témoignage à lui. Non, ils n'ont jamais voulu redonner de nouvelles de ça. J'ai même recherché. C'est étrange. Ouais, mais en fait, c'est là que je me suis demandé si c'était pas un scam, mais je pense pas. J'accuse pas nécessairement le scam, parce que, on va se le dire, là... les maladies mentales, c'est quand même nouveau que ce soit accepté. Peut-être que lui... qu'on l'utilise comme qu'on le nomme, en fait. Ouais. Qu'on le nomme. Peut-être que lui a
découvert qu'il y avait peut-être quelque chose, puis qu'il n'aime pas en parler, il veut pas, puis il veut garder ça pour lui, puis travailler là-dessus dans le privé, puis ce serait tout à fait logique aussi. Mais ouais, c'est ça. Là, finalement, le mystère, il tourne beaucoup autour du fait qu'on n'a pas de suite, on n'a pas de témoignage. Oui, exact. C'est mystérieux. Mais on dirait qu'avec tout ce qui est arrivé de mauvais dans cette maison-là, ah non, c'est sûr. Puis même avec les... tu sais, même BuzzFeed, ils sont allés sur place, là, les deux dudes, là, c'est comme les distorsions de BuzzFeed, là, ils ont filmé. Puis c'est drôle parce qu'eux-mêmes, il y en a un qui y croit pas du tout. Puis l'autre, il y croit. J'aime que tu dises les distorsions de BuzzFeed et non l'inverse. Ouais. Et donc c'est ça. Puis eux, malgré tout ce qu'ils démontraient, moi, on dirait que je suis convaincu que dans le fond, l'homme a été possédé, on dirait, par les démons de la maison, puis il y a quelque chose qui est reviré contre lui. Là. Même si on n'a pas de traces ou quoi que ce soit, j'ai vraiment l'impression que cette maison-là, elle est vraiment hantée. Donc, c'est... vous, en fait, là, est-ce que vous seriez game de passer une nuit dans une maison comme ça, là, sachant le premier massacre, puis même l'auto-mutilation, plutôt auto-flagellation, là, pas flagellation, là, mais que cette personne-là s'est fait. Seriez-vous game? Le quasi-harakiri. Oui, exactement, finalement. Oui, c'est un peu ça que je voulais dire. Seriez-vous game? Donc, je suis pas sûr que je paierais le prix qui demande. C'est très cher. Disons qu'on te l'offre. Si on me l'offre, oui, je le ferais. Moi aussi. Mais moi, je pense... moi, j'aime beaucoup les histoires de fantômes, mais à force de... Plus tu creuses, plus tu trouves finalement le fin mot de l'histoire, puis c'était pas tant des fantômes. Fait avec le temps, à force de trouver la réalité derrière les histoires, j'étais un peu démoralisé. J'y crois moins aujourd'hui aux fantômes. Oui. Et pas complètement. J'ai encore une partie qui y croit, mais pas entièrement. J'ai des gros doutes, là. Fait que ces opportunités-là, moi, je sauterais dessus d'un coup qui se passe de quoi, puis que ça me ferait changer d'idée, tu sais. Ouais, ben, je serais curieux de le vivre, de le voir. C'est vrai, ben oui. Mais a priori, si je serais game d'y aller, c'est parce que j'y crois pas. Puis que mais je serais ouvert, par exemple. Je serais attentif. Probablement, je dormirais pas, juste pour voir d'un coup que, tu sais. Ouais. Par curiosité, j'irais. Ben, merci pour cette histoire, Donc, on est rendu à notre deuxième histoire de ce spécial Halloween, guys. Est-ce qu'on laisse encore une fois la planche de Ouija décider pour nous? Ben oui, on va laisser la magie décider. Allons-y. Ok, Ouija, es-tu là? Il n'y a pas de résultat. Voyons, t'as pas écouté l'histoire de Seb? Ouija, es-tu là? Ah, ok, il glisse, il bouge. Oh, on dirait que ça se dirige vers le I, le O... Oh, le P. Le P. Oh, c'est P. Ben, c'est pour Predge, ça, je pense. Predge. Ouais. Merci, Ouija. Je vais essayer de pas te décevoir. C'est juste toi. Alors, l'histoire que je vous ai apportée aujourd'hui, je l'ai intitulée « Obsession vampirique ». Oh. Je dis souvent que la réalité dépasse la fiction, et je le pense encore, mais au-delà du propos, il y aura toujours des gens qui auront du mal à distinguer la réalité de la fiction. Et c'est dans cette confusion obsessionnelle que se dirige notre histoire. Je vous emmène avec moi au Royaume-Uni, plus précisément à Llanfair PG, un petit village de l'île Anglesey au Pays de Galles. Mais Llanfair PG est un diminutif. Le nom complet du village... Je vais même pas essayer de vous le lire. J'aurais beau essayer, je ne peux pas lire ça. C'est le nom de ville le plus long de toute l'Europe avec 58 lettres ou 58 caractères. Mais j'ai un enregistrement de la prononciation. On va l'entendre plus proprement. Alors, bonne chance pour apprendre ça par cœur, chers auditeurs. Mais on doit avoir des noms de villages québécois, tu sais, là, des Saint-Jean de Saint... Ah oui, c'est sûr qu'on en a on doit avoir des bons rivaux. Là. Oui. Ouais. Donc, né en 1984 au nord de l'île Anglesey, d'un père maçon et d'une mère infirmière, Matthew Hardman est un ado gallois. Après une enfance somme toute normale dans un foyer aimant, ses parents se séparent alors qu'il n'a que 8 ans. Le divorce l'affecte sérieusement. Ce n'est pas un enfant qui maîtrise la gérance de ses émotions, disons. Il préfère son père, mais c'est sa mère qui en a la garde. Ça le trouble beaucoup de ne pouvoir visiter son père que les week-ends.
Ça affecte aussi ses résultats scolaires. Il s'en sort, mais de justesse. Cela dit, dans l'ensemble, Matthew est un enfant plutôt normal, voire banal. C'est néanmoins quelqu'un d'introverti. Il n'y a pas beaucoup d'amis. C'est à l'adolescence qu'on découvre aussi qu'il est dyslexique, puis ça, c'est bien épeurant. Non, Vers l'âge de 13 ans, il se met à s'intéresser au cinéma d'horreur, et plus particulièrement aux vampires. Le monstre éternel et séducteur attise son excitation. Il plonge tête première dans les profondeurs des histoires macabres et des films d'horreur. Il s'y enlise comme dans les sables mouvants. Déjà sur la corde raide de sa propre fragilité, un événement tragique survient et lui fait perdre pied. Son père décède suite à une violente crise d'asthme. Il l'aimait énormément, les deux étaient très proches. Son départ le perturbe. À 16 ans, il entre au collège Menaille, en art et design. Ses intérêts pour le culte, l'horreur et la mort ne font que prendre de l'expansion et il commence à traverser la ligne séparant la réalité de la fiction. Au collège, ses dessins, ses œuvres sont toujours des scènes sanglantes. De plus, il collectionne les couteaux et passe le plus clair de son temps dans les lectures morbides et violentes. Durant ses études, il va se dénicher quelques petits boulots, notamment comme camelot. L'une de ses clientes sur son trajet est Mabel Lyshon, une dame âgée de 90 ans. Mabel est une vieille grincheuse typique, acariâtre la madame. Elle n'a pas d'enfant et elle vit seule, son ouïe n'est plus ce qu'il était et elle commence aussi à perdre la vue peu à peu. Forcément, c'est une grincheuse avec Matthew, son camelot, comme elle est avec quiconque cogne à sa porte de toute façon. Elle n'a pas de préférence, elle haït tout le monde. Ça ne plaît pas à Matthew, vous vous en doutez bien. Alors pour se venger, il lui fait de petits mauvais coups, simplement pour être désagréable en retour. Comme par exemple, il va lancer son journal au fin fond de la cour au lieu de le déposer sur le porche. Rien de bien catastrophique. Mais pour le reste, Mabel est une femme fière. Elle a toujours préféré s'arranger toute seule et faire les tâches ménagères elle-même malgré son âge avancé. C'est aussi une excellente paysagiste et elle s'adonne à sa passion, la peinture, l'art, tout comme Matthew. En septembre 2001, Matthew a 17 ans lorsqu'il remarque une jeune fille chez son ami David Lang. C'est une étudiante allemande d'un programme d'échange étudiant. Son nom n'a jamais été dévoilé, alors on va l'appeler Julie. Mettons. Julie est fan de la mode gothique. Elle porte du cuir, des studs, que du noir. Elle a la peau blême, du gros mascara. À cause de son apparence, Matthew est persuadé qu'elle est un vampire. Il souhaite faire sa connaissance. Il demande à son ami Lang de lui présenter, ce qu'il fait. Matthew et Julie deviennent vite amis. Il lui rend souvent visite chez elle. Il monte à la chambre de Julie, s'assoit sur le lit et ils discutent de leur passion pendant des heures. Ils parlent de fantômes, de démons et de vampires. Ils ont les mêmes intérêts. Cette jeune étudiante a en quelque sorte concrétisé les croyances occultes de Matthew. Il avait enfin trouvé quelqu'un avec qui partager son amour des monstres. Un soir, après une longue et profonde conversation sur les vampires, Matthew prend son courage à deux mains et demande à Julie, non, pas de l'embrasser, de lui mordre le cou. Il lui dit qu'il sait qu'elle est vampire. Il rêve de le devenir aussi. Il veut qu'elle le morde et il se fait insistant. Au départ, elle croit que c'est une blague. Il ne lâche pas le morceau. Un malaise s'installe. Elle demande des explications, puis Matthew devient agressif. Il se lève et saute sur la jeune femme. Il la force à s'étendre sur le lit en la tenant par la gorge. Il la contraint à coller sa bouche sur son cou. Elle se débat assez pour prendre la fuite et sort de la chambre en appelant à l'aide, convaincue qu'il est devenu fou. La demeure où Julie habite est une pension. La propriétaire de celle-ci jette Matthew de force en le tirant par le bras jusqu'à l'extérieur avec l'aide de David Lang, lui aussi issu du programme d'échange. Ils rapporteront plus tard qu'il avait l'air en crise. Il avait tous les symptômes d'une crise sévère de schizophrénie. Maintenant seul en plein milieu de la rue, il continue d'halluciner. Il est en plein délire. Il a perdu tout contact avec la réalité. En voyant cela à la fenêtre, des voisins appellent la police. 2 agents de la paix arrivent sur les lieux en moins de quelques minutes. En pleine psychose, Matthew confond les 2 policiers pour des vampires, eux aussi. Durant l'intervention, Matthew se donne lui-même un coup de poing sur le nez et il se met à saigner. Il invite les policiers à sentir son sang en hurlant, puis à le mordre. La scène est troublante. Au moment de lui passer les menottes, il crie à répétition « Mordez-moi! Mordez-moi !» Durant son interrogatoire au poste de police, Matthew se calme. Il reprend ses esprits et s'excuse aux policiers.
Il affirme qu'il avait fumé un joint. Il était juste gelé. Bien sûr. On sait que le cannabis peut ouvrir la porte à des épisodes de psychose chez des sujets aux prises avec la schizophrénie. Disons que c'est à éviter. Mais si on n'est pas diagnostiqué, disons que ça peut être une manière catastrophique de le découvrir. La semaine suivante, Matthew se sent beaucoup mieux. Il en profite pour s'excuser à Julie, l'étudiante allemande. Elle lui pardonne et ils redeviennent des amis. Mais le fort intérêt de Matthew pour le vampirisme ne s'amenuit pas pour autant. Ça le préoccupe beaucoup. Un jour, lors d'une conversation avec Julie, celle-ci lui dit qu'il y a 2 façons de devenir vampire, en se faisant mordre ou en buvant le sang d'un vampire. Matthew enchaîne en disant que leur village est parfait pour ça, considérant le grand nombre de personnes âgées dont peu de proches ne souffriraient de leur disparition. Julie ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire, mais de toute évidence, il a une idée derrière la tête. Son obsession prend alors une tournure alarmante. Il se plonge dans les livres et les sites web sur le vampirisme. Il se referme sur lui-même plus que jamais, ne pouvant pas partager sa passion avec personne à l'exception de Julie. Le mythe du vampire est devenu réalité pour Matthew. C'est son rêve le plus cher de le devenir. Et il est prêt à tout. Dans la soirée du 24 novembre 2001, à 17 ans, Matthew met son plan à exécution. Il s'habille tout de noir, prend un couteau dans la cuisine et part en direction de chez la vieille dame Mabel Leischen. À cause de sa mauvaise audition, Mabel écoute la télévision à un volume très élevé. Elle n'entend pas son camelot briser la porte patio avec une pierre à l'arrière de la maison. Il avance d'un pas sûr jusqu'au salon. Elle est là, sur son fauteuil, elle lui fait dos. Elle n'a toujours rien entendu. Il s'approche et la poignarde avec son couteau par derrière. Encore et encore. L'autopsie révélera qu'elle s'est sauvagement débattue. Mabel reçoit 22 coups de couteau. 2 ont touché le cœur. Malgré son combat pour sa vie, elle décède dans son fauteuil. Matthew part ensuite vers la cuisine et revient avec un plateau d'argent, une casserole et du papier journal. Il soulève les jambes de Mabel et les dépose sur un petit banc devant elle. Il lui tranche l'artère des jambes et place la casserole au-dessus pour récolter son sang. Pendant que celle-ci se remplit tranquillement, il se relève et ouvre la cage thoracique de force pour en sortir le cœur encore chaud. Il l'enveloppe dans du papier journal et le dépose sur le plateau d'argent. Pour s'assurer qu'il n'oublie aucune étape de son rituel, il sort une liste de son manteau. Il pose 2 bougies sur la cheminée et poursuit ses vérifications. Une fois que tout est en place, il allume les bougies et en place une à côté de la dépouille. Il prend 2 tisonniers en laiton et les pose en croix au pied de sa victime. Puis, il lit une incantation vampirique qu'il a trouvée sur Internet. Il complète sa cérémonie en prenant la casserole de sang et il la boit en entier. Il se croit maintenant vampire, immortel et invincible. Le lendemain, au matin, une bénévole d'un service alimentaire arrive chez Mabel Leischen. Elle vient lui porter quelques repas comme à son habitude. Elle cogne à la porte, aucune réponse. Elle s'inquiète. C'est une dame de 90 ans après tout. Comme elle est un peu sourde, la bénévole décide de passer par derrière. C'est là qu'elle découvre la vitre de la porte patio fracassée. Sur le balcon, elle constate des empreintes de chaussures ensanglantées et des traces de sang sur la bordure de la porte. Aussitôt, elle contacte les autorités. Rapidement, 2 policiers arrivent sur les lieux. Au salon, la télé est toujours allumée, mais sans son. De dos, Mabel semble endormie dans son fauteuil, mais en la contournant, il peut voir ses jambes recouvertes de sang, puis sa poitrine ouverte. La casserole sanglante, mais vide. Et alors, un des 2 agents trouve le cœur emballé dans le papier journal. C'est une vision d'horreur. Une enquête est ouverte. Au départ, les enquêteurs croient que le coupable est un médecin ou un boucher. Mais si vous voulez mon avis, ils ont trop vu de films. En plus des empreintes de chaussures ensanglantées, on trouve une trace de sang sur le comptoir de la porte patio, ce qui laisse croire qu'il s'est blessé en entrant. On trouve aussi des fibres de jeans dans le verre brisé. Toutefois, le coupable devait porter des gants parce qu'il n'y a aucune empreinte digitale. Puis les traces de lèvres sur la casserole sont difficiles à ignorer. Il n'y a aucun doute qu'on a bu le sang du chaudron. Néanmoins, ils n'ont aucun suspect. Ils font le tour du voisinage, quadrillent le quartier, ils interrogent tout le monde pour trouver un témoin qui aurait pu voir quoi que ce soit. Personne n'a rien vu. À force de traverser tout le voisinage, c'est 2 jours après le crime que les policiers arrivent à la maison de la mère de Matthew Hardman.
Ils le questionnent comme ils l'ont fait avec tout le monde avant lui. Matthew déclare ne pas connaître Mabel Leishon. Il affirme que ce soir-là, il était avec son ami David Lang. Comme ils n'ont aucune piste, les enquêteurs font près d'une centaine de prises de sang des gens du quartier pour les comparer au sang de la scène de crime. C'est en décembre 2001 que la chance sourit enfin aux policiers. Ils reçoivent l'appel d'une étudiante allemande, celle qu'on a surnommée Julie. Elle a de gros doutes au sujet de son ami Matthew Hardman. Alors on interroge Matthew à nouveau et forcément il nie tout, malgré sa fascination évidente pour le vampirisme. Les preuves qui s'accumulent sont toutefois contre lui. On a prélevé l'ADN sur le couteau et c'est bien le sien. Les enquêteurs ont aussi retrouvé les gants et les chaussures qu'il a portés le soir du meurtre en fouillant sa chambre, et ce, avec son accord. Sans parler des nombreux livres morbides sur les sciences occultes, pour les autorités, il ne fait plus aucun doute que Matthew est celui qu'il cherchait. On procède à son arrestation le 8 janvier 2002. Lorsqu'on lui passe les menottes, il n'a aucune réaction, il n'affiche aucune émotion, comme s'il ne comprenait pas la gravité de la situation. Il paraît détendu. Encore aujourd'hui, il clame son innocence. À son procès, le juge déclare qu'avec son déni d'admettre sa responsabilité pour le meurtre de Mabel, il ne faisait que prouver son absence de remords. Il a bien sûr été analysé par des spécialistes, mais on ne lui aurait décelé aucun trouble psychologique. À mes yeux, c'est très surprenant, mais il n'a pas été déclaré non criminellement responsable. Personnellement, j'aurais soulevé la question du potentiel syndrome de Renfield. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette pathologie? Non, jamais. Non, moi non plus. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Renfield est le nom du personnage psychotique qui rêve de devenir vampire dans le roman de Bram Stoker. C'est un personnage qui croit qu'il peut détecter la présence de vampires à proximité. Dans Dracula. Exact. Et c'était donc, c'est un peu la même chose avec Matthew. Après sa psychose chez Julie, il est persuadé qu'il est capable de détecter lui aussi les vampires. C'est comme ça qu'il a l'impression que Julie l'est. Oui, oui. C'est dans ses lubies, bien entendu. Mais ça, c'est ça. C'est une pathologie, en fait. On a appelé la pathologie du syndrome de Renfield comme tentative d'expliquer le fétichisme sanguin et sexuel. On appelle vampirisme clinique le comportement rare qui consiste en l'ingestion de sang humain, le sien ou celui d'autrui. C'est en 1992 que le psychologue et auteur américain Richard Knoll a proposé dans un livre de renommer le syndrome en l'honneur du personnage de Bram Stoker dans le livre Dracula qui présentait les mêmes signes et symptômes classiques du désordre. Donc dans le roman, Renfield consomme effectivement des animaux vivants, des insectes, dans l'espoir de se remplir de leur énergie vitale. Toutefois, il est important de noter que ce n'est pas une vraie pathologie reconnue officiellement dans le milieu de la psychologie. Bref, Matthew a développé son délire et s'est retrouvé esclave de son obsession psychotique. Il a été déclaré coupable et condamné à la prison à vie. Et comme il nie encore les faits, on ne saura jamais s'il croit encore être immortel. Mais qui sait, peut-être l'est-il vraiment. Quelle histoire. Mais c'est triste pareil. Hein? Oui, c'est triste. Encore une fois, l'Internet peut nourrir une lubie. Hein? Ouais, un peu comme avec le Slenderman. Exact. On est dans la même catégorie, j'ai l'impression. Si tu te mets à lire et croire ce que tu lis, justement, là, les rituels sataniques en ligne, s'il n'avait pas pu mettre la main là-dessus, du moins... même à cette époque-là, dans le début des années 2000, il y avait déjà des communautés en ligne, sûrement même sur le vampirisme et tout ça. Là, donc, ça a dû aussi nourrir sa lubie. Ce que je trouve fascinant, c'est... allais-tu dire quelque chose? Moi, j'allais dire, je me demandais s'il y en a beaucoup des histoires de vampires modernes comme question, ça. Ouais. Souvent, c'est très littérature, puis même, c'est rare qu'on en voit à l'ère numérique, si on veut, des histoires vraies, là, du moins. Beaucoup de creepypasta. Oui. Je dirais que peut-être dans les 20-30 dernières années, connus, là, relativement célèbres, ou du moins qui ont fait les médias, qui ont fait la presse, il y a peut-être
entre 7 et 10 cas qu'on pourrait associer peut-être à un souhait de vampirisme. Oui, on a eu des tueurs en série qui ont bu du sang. Dans d'autres cas, c'est comme Matthew Hardman, des jeunes qui partent en peur, puis là, finalement, là, ils se partent une secte, puis ils font des rituels, puis là, ils se croient dans leur lubie, dans leur folie. Puis c'est ça qui fait peur, c'est la ligne entre la réalité et la fiction. Tu peux triper ces vampires au cinéma, mais à quel moment tu traverses la ligne, puis tu commences à y croire pour vrai? C'est ça, il y a tellement d'éléments qui peuvent t'amener là, pas que la maladie mentale. Non, là, tu peux bien basculer entendu, la distorsion cognitive. Ouais, on n'est pas toujours à l'abri non plus. Fait que c'est triste. Là, il n'a pas admis son crime. Fait que c'est con, mais on peut pas tant l'aider. Là, il fait juste de la prison. Mais s'il avait admis, si on avait peut-être détecté peut-être un brin de maladie mentale en lui, quelque chose pour expliquer son geste, ben là, il serait suivi. Il y aurait de l'aide psychologique. Ça aurait amoindri sa peine. Exact. Mais bon, bref. Triste histoire. Hein? Oui, mais toute une histoire, Simon. Merci pour ça. Oui. Merci à vous autres d'avoir écouté. Et je parle bien sûr à toi, Ouija. Parce que là, on a encore besoin de toi. Est-ce que... On a encore besoin de lui, même s'il reste juste il une reste personne. Juste toi, mais on s'est dit avant l'émission, les boys, que c'est Ouija qui décidait aujourd'hui. Fait que je m'excuse, je t'aime, Émile, mais si elle veut pas l'entendre, ton histoire, tu nous l'enverras ce Messenger. Là. J'espère que vous en avez préparé une deuxième au cas où vous choisissez encore. Avant de paniquer, on va lui demander. OK, allons-y. Je vais aller sur Wikipédia. Ouija, es-tu encore là ou t'es parti, là? Ah, ok, ça bouge. Oh. Ok. Oh boy, ça bouge vite à part de ça, là. Hey boy, ça se fait 3 fois là, qu'il épelle Émile. Je pense qu'il a vu ton histoire, mon Émile. Merci, Ouija. Je pense qu'il va pas te décevoir. Oh non. Dans ce cas-ci, je me lance, chers amis, et mon histoire s'appelle Des fantômes sur TikTok. Vous avez envie, hein? Avouez. Ben, l'histoire que je vous présente aujourd'hui n'est pas sans rappeler le cas de Dear David. Vous vous rappelez de ça, hein? C'était Adam Ellis, un utilisateur de Twitter qui est aussi designer graphique, illustrateur BDiste, qui lui avait des épisodes de hantise dans sa maison, selon ce qu'il nous disait. Oui. Puis, dans le cas de Dear David, il filmait toutes ses apparitions, les réactions de ses chats même. Il y avait des drôles de manifestations dans son appartement, puis il les publiait sur Twitter. Je me rappelle, il y avait même sur une vidéo, on voyait une ombre dans la noirceur. Oui, exact. Ça m'avait marqué. Oui, c'était creepy. Oui, puis il se passait quelque chose. On entendait des pas au plafond aussi. Il avait trouvé une genre de trappe, il était monté. Bref, ça avait tenu l'Internet en haleine pendant plusieurs semaines, cette histoire-là. On en a parlé, on a fait un épisode au complet là, de distorsion là-dessus. Puis encore aujourd'hui, on se demande encore si c'était bien réel, parce que c'est quand même assez partagé. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est fake, que Adam Ellis faisait ça dans le but d'attirer peut-être un contrat de film ou quelque chose du genre. Mais ce qui nous amène en fait, ce qui m'amenait à réfléchir sur le cas des cas de hantise sur les réseaux sociaux, parce que ça semble très payant. Dans le cas de Adam Ellis, ça lui a amené un nombre d'abonnés vraiment, vraiment élevé. Je pense que sur Instagram, il y a des centaines de milliers d'abonnés, donc il a profité de ça un peu. Absolument. Ce petit hype autour de son cas de hantise. Puis en même temps, on dirait qu'avec la popularité des médias sociaux, on n'a jamais autant vu de orbs, ou de lumière qui scintille. Il y en avait beaucoup. On dirait que maintenant, il commence à en avoir un petit peu partout, dans le sens que, c'est facile à faker, mais il semble avoir, étant donné que tout le monde adore ce type de contenu-là, il y en a plusieurs qui tentent de créer du contenu comme ça dans le but d'avoir de la notoriété. Puis lorsqu'on a discuté avec Christian Page lorsqu'on a fait notre série de télé là-dessus, c'est un peu ce qu'il nous disait. Il disait depuis YouTube, depuis Facebook, on n'a jamais vu autant de orbs et de trucs comme ça. Ça vient aussi avec le fait qu'on filme puis on prend des photos avec nos téléphones. Oui, c'est pas toujours... maintenant, il y a des téléphones de bonne qualité. Mais quand même. On ne sait pas toujours d'où vient un reflet non plus. Non, exactement. Oui. Donc souvent, ça laisse place à plusieurs interprétations. Il y a
bien des choses qu'on voit. Là. Il y a sûrement un 99% de ce qu'on voit sur les médias sociaux en termes de hantises et phénomènes paranormaux qui est faux. Là. Mais bon, on garde quand même le bénéfice du doute parce que ces histoires-là nous divertissent souvent énormément. Mais le cas dont je vous parle aujourd'hui, il est encore assez troublant parce que tu le sais, Seb, pour avoir passé une nuit dans une maison hantée ensemble, moi je suis plus du côté sceptique. On dirait que ça me fait pas très peur tout ça. J'ai de la misère avec les gadgets qui détectent les esprits. Mais tout en me portant au jeu, bien évidemment. Mais le cas d'aujourd'hui, je vous dis, moi, ça m'a un peu perturbé. OK. Ouais, donc, j'entends ça de ta bouche. Je vous parle, oui, je vous parle du cas de Nick Cimino68, c'est son pseudo TikTok, là, Nick Cimino68, qui est un jeune homme, peut-être d'une vingtaine d'années environ, je connais pas son âge, mais selon ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un jeune dans la vingtaine. Et puis, sérieux, ça débute comme un film d'horreur, cette histoire-là. Puis, il a vraiment commencé à documenter sur son compte TikTok ces épisodes de hantise. Mais je suis convaincu, toi aussi, Simon, tu risques d'aimer cette histoire-là. Je suis tout oui. Oui. Donc, tout commence lorsque Nick, appelons-le Nick, nettoie un placard, un garde-robe dans sa maison. En fait, il habite encore avec ses parents dans une vieille maison. Puis, il nettoie un garde-robe, puis il a trouvé une drôle de trappe, là, un compartiment caché dans le garde-robe. Puis, lorsqu'il l'ouvre, il y a comme une genre de boîte électrique. Mais j'ai pas compris exactement c'était quoi. Mais il y a un sac au-dessus de la boîte, vraiment, qui traîne là, puis qui tombe presque là, quand Nick fouille dans cette trappe-là. Puis, dans ces papiers-là, dans ce sac-là, on trouve une tonne de papiers, bon, je l'ai un peu dit, mais on trouve plusieurs cartes médicales qui proviennent d'un centre psychiatrique à New York, le centre de Kings Park, que peut-être que tu connais, Simon, je ne sais pas si tu l'as vu dans ta littérature, mais... Je connais le parc, mais... ça s'appelle Kings Park, l'hôpital, là, ouais. Je connais le nom, mais on dirait que je pourrais de remettre le visuel dessus dans ma tête, là. Puis dans une des vidéos que Nick a publiées, il indique que sa famille a toujours eu des doutes sur le fait que la maison familiale était peut-être hantée, puis ils n'ont jamais vraiment compris pourquoi. Donc, il analyse ces cartes-là, puis là, on le voit sur son compte TikTok, il les étend, puis il y en a vraiment plusieurs dizaines, il y en a beaucoup. Puis il y en a qui sont énormément vieillis, on ne peut plus lire ce qu'il y a dessus, là, sont complètement usés. Mais lorsqu'on regarde plus en détail, on peut trouver un nombre, là, un grand nombre d'infos confidentielles sur les patients de l'hôpital. Puis ça me surprendrait que ce soit faux parce que c'est très précis. Là. Il y a le nom de leur médecin, mais il y a aussi des médicaments qui leur ont été prescrits, des trucs très, très détaillés. Puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que ce centre psychiatrique-là, le Kings Park à New York, était connu là, pour avoir torturé ses patients qui étaient atteints de maladies mentales. Puis, apparemment, qu'il y avait des pratiques vraiment corrompues. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont souffert dans cet hôpital psychiatrique-là. Donc, à l'époque, dans tous les hôpitaux psychiatriques, je dirais même. Là. MK Ultra et tout. Là, oui. Donc là, il a commencé à faire des recherches puis à comprendre un peu plus ce qui se passait. Puis, en fait, lorsqu'il a découvert ces papiers-là, il s'est rendu compte que l'activité paranormale dans la maison familiale empirait complètement. Et là, ça a commencé à le troubler. Entre autres, sa mère a vu une étrange dame dans la maison errer. Sa sœur aussi. Il y a des objets qui ont commencé à tomber des étagères, des drôles de bruits qui se sont fait entendre. Bref, toute la famille est terrifiée à partir du moment où il trouve ces cartes d'hôpital-là. Mais tout ça, il ne le filme pas forcément sur TikTok. Là. La découverte des papiers, il l'a filmé, mais par la suite, il n'y avait pas toujours son téléphone prêt à filmer ça. Mais dans une vidéo, il explique tout ça. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer vraiment à être plus rigoureux dans sa couverture des événements. Et là, c'est drôle parce qu'au moment même où il filme les fameuses cartes, là, il les attend toutes sur son lit, puis là, on le voit qu'il filme. Il y a vraiment des drôles de bruits qu'on entend dans la vidéo. Donc là, il est même distrait. Il fait le tour des cartes avec la caméra, il pointe des choses, mais là, on entend plein de bruits. Il y a des choses qui bougent en arrière de lui. Il y a la frousse, il se retourne, comme s'il avait vraiment déclenché quelque chose. Et là, il a énormément peur.
Puis il décide d'arrêter ses recherches sur l'hôpital, entre autres, puis d'éviter là, de creuser trop en détail la vie de ces gens-là. Puis, en fait, il a décidé d'apporter les dossiers puis les papiers dans un endroit paisible, comme il le dit, et de les enterrer correctement afin de faire cesser les manifestations. Okay. Donc, c'est un peu ça un peu comme ça qu'il voit la chose. Okay. Il a peut-être réveillé des esprits vengeurs et puis il a décidé de les enterrer afin que les choses se calment. Mais généralement, c'est pas comme ça que les choses se terminent dans un film d'horreur. Non, c'est comme un cliché, tu sais, d'enterrer la relique pour que tout cesse, lui offrir au corps, au reste humain, un enterrement digne de ce nom, puis tout ça. C'est un peu un cliché du cinéma d'horreur, là. Mais je me serais peut-être posé la même question. Est-ce que ça peut aider si je les enterre, tu sais? Mm-hmm. C'est pas une mauvaise réflexion, mais je doute fort que ça a donné les résultats escomptés. L'eau bénite. Là, t'as regardé le visage. C'est ça. Pas vraiment, non. Pas vraiment, parce que les choses ne s'arrêtent pas là. Et là, les épisodes de Hantise vont se transposer dans le comptoir-restaurant où il travaille. Parce qu'on sait certains cas de hantise, certains lieux sont hantés, mais on dirait que dans certains cas, on dirait que les esprits suivent les habitants de certaines maisons et autres. Donc, je ne sais pas à quel point on peut y croire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires où finalement la personne se sauve puis l'esprit les suit. Oui, du moins il y a une catégorie là, d'histoires autour de ça. Donc lui, il travaille dans un genre de petit comptoir-restaurant. Et là, il va continuer à documenter ce qui se passe au travail parce qu'il se rend compte qu'il y a des objets qui s'envolent des étagères, qui tombent sur le sol, les lumières s'allument et s'éteignent là, en vacillant. Puis là, tout ça, il filme ça sur TikTok. Là. Et à un moment, il filme même les lampes suspendues là, qui se balancent d'avant en arrière. Donc, il y a vraiment des choses qui vont au-delà de « Ah, mais j'ai caché un de mes amis derrière le comptoir, il a poussé une chaise. » Et là, il prend bien soin de spécifier qu'il est seul. Par exemple, que sa voiture est stationnée à un endroit X. Il fait de son mieux là, pour tenter d'amener un peu de preuves véridiques là, à tout ça, là, pour faire taire les détracteurs, parce qu'il sait bien qu'il y a plusieurs personnes qui vont croire rien de ce qu'il dit et qui vont tenter de le discréditer. Parce que quand tu t'exposes comme ça, c'est automatique. Ça polarise automatiquement. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont te critiquer. Donc lui, il fait ce qu'il peut pour faire des petites vérifications pour rendre ça crédible. Puis ça l'est quand même. Là. Évidemment, il pourrait cacher un collègue qui joue avec les lumières, puis qui fait scintiller frénétiquement les lumières. Mais par exemple, lorsqu'il y a une vidéo de sécurité qui montre une tasse qui s'envole d'une étagère, ça devient évident que c'est pas faux. Oui, je comprends. C'est bizarre un peu, là. Donc, on voit aussi dans ces vidéos la présence de collègues de travail qui, de plus en plus, vont participer aux vidéos. Ils vont devenir un peu les personnages secondaires. Puis eux aussi ont la frousse parce qu'ils font l'expérience, eux aussi, de ces... Ils vivent ça. Ah oui, ils vivent ça, eux autres aussi. Ils vont même filmer là, à plusieurs reprises des pas qu'on entend dans le grenier. Puis eux, en fait, là, ils montent, ils niaisent pas. Ils entendent des pas là, comme quelqu'un qui court au grenier. Tout de suite, ils vont voir, ils ouvrent la trappe, puis ils filment avec leur téléphone, puis à chaque fois, il n'y a rien. C'est sûr que c'est dur pour nous, sur TikTok, de comprendre que les pas viennent bien d'en haut. Ouais. Ça court vite, un écureuil. Oui, c'est clair. Puis ça peut peser 300 livres, un écureuil aussi. Ça moins. Donc, mais quand même, on y croit. C'est quand même assez fascinant de voir tout ça. Puis ils sont quand même game. Là. Personnellement, je ne sais pas si j'aurais osé aller dans le grenier aussi rapidement. Oui, vraiment, sont aux aguets. Ouais. Mais on dirait qu'ils apprennent un peu à vivre avec ça, mais ils ont quand même la frousse. Là. Mais c'est vrai, excuse de t'interrompre, mais c'est vrai que les gens qui vivent dans des maisons où il y a des présences, ils apprennent à vivre avec ça. Oui, plusieurs. Oui, parce que même quand on a fait notre show télé, la dame en haut, elle n'a pas passé à la télé. Mais elle, sans donner de détails, elle en vivait des présences au quotidien. Puis ça faisait des années qu'elle habitait là et elle vivait avec ça. Fait que c'est souvent, on dirait que les gens acceptent. Ils ne voient pas de menace, forcément. Non, exactement. Pour revenir aux lumières, au cas de lumière là, dans le restaurant, c'est des gros néons qui éclairent au plafond. Là, donc. Puis là, Nick il nous montre bien où sont les interrupteurs, puis il filme en même temps.
Puis on voit évidemment qu'il n'y a personne qui joue avec, puis malgré tout, les lumières scintillent. Donc, c'est pas évident quand même de faire fliquer là, des gros néons comme ça, là, sans interrupteur. Tu peux Exact. plusieurs à la fois. Donc, c'est spécial un peu. À un moment donné, il marche dans l'obscurité du restaurant avec une collègue, puis il y a un objet qui lui est directement lancé à la figure. Puis ça, il filme, puis là, il reçoit un objet genre en plein visage. On a comme du live. On voit-tu d'où ce qui part, l'objet? Ben, on est dans l'obscurité, on est dans le bordel, ça, on le voit pas. Là, donc, bon, on est toujours dans le mystère. Là, à ce moment-là, il fait le saut de sa vie, puis il quitte le restaurant avec sa collègue. Puis malgré qu'il soit à l'extérieur du restaurant, les lumières fermées du restaurant se rallument puis se referment frénétiquement. Ils sont en dehors dans le parking. Il n'y a plus personne dans le restaurant. Ils filment à l'intérieur. Puis tu vois que tout ça, là, ça bouge. Là. Puis je tiens juste à dire que pendant que j'écrivais mon histoire, puis que je parlais de ça, les lumières dans mon sous-sol ont commencé à scintiller. Je te voyons donc. Tu as vraiment réveillé quelque chose. Là. Ben oui, peut-être que les fantômes là, de Kings Park se sont rendus jusqu'à moi. Ben oui. Après je vais pas ramener ça chez nous comme des poux, là. Oui, ça se propage. C'est donné au suivant. Tu as peut-être un descendant qui a été traité là-bas. Puis lorsqu'il regarde les vidéos de surveillance avec sa collègue, puis ça, c'est quand même bien documenté aussi sur son TikTok, là, il va montrer beaucoup de vidéos de surveillance du commerce. Ils entendent une voix de femme derrière eux, là, une genre de voix fantomatique qui leur donne la chair de poule, puis ils s'enfuient tout de suite tous les deux. Puis pendant qu'ils courent, il y a des objets de toutes sortes qui tombent par terre derrière eux, là, bang, bidding, badang derrière eux. On voit clairement un bac à vaisselle tomber derrière sa collègue qui court, qui est complètement apeurée. Puis ceci dit, sur les caméras de surveillance, on voit aussi une chaise tomber dans le restaurant où il y a visiblement personne. Donc il y a plein d'événements du genre qui surviennent. Nick va publier plusieurs clips vidéo de surveillance, là, comme je vous ai dit, donc plusieurs qui arrivent en pleine nuit. On voit des objets là, de toutes sortes tomber par terre, parfois même projetés, sans que ce soit visiblement possible pour quelqu'un de cacher, de les pousser ou de les lancer. Là. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, la musique dans le commerce va partir puis revenir sans cesse. Là. Donc, moi, j'ai toujours été aussi fasciné par ça, là, de Ghost in the Machine, là, un peu la hantise des objets électroniques. Là. Et puis ça, t'en as beaucoup là-dedans, là, dans ce cas-ci. Là. Donc, la musique va partir, arrêter, tout ça. Bon, vous allez me dire, ça peut toujours être quelqu'un qui actionne un Bluetooth. Oui, c'est sûr qu'à date, tout peut être arrangé avec le gars des vues quand même. Ben oui. Là, sans oublier évidemment les pas dans le grenier qui sont constamment entendus dans les TikTok de Nick. Là. La hantise est si intense que presque tout le staff du resto commence à enregistrer eux aussi les manifestations sur leur profil TikTok personnel. Ça, c'est intéressant, par exemple. Non, c'est ça. Puis honnêtement, j'en ai regardé en rafale des vidéos sur son compte, là, puis ça m'a vraiment donné la frousse. Là. Ça m'a foutu la chienne, comme on dirait en bon québécois. Là. C'est assez perturbant aussi là, de voir lui et ses collègues avoir une telle frousse parce que la peur engendre la peur aussi. Oui, ça c'est vrai. Puis je vais vous faire entendre un extrait sonore de comment ça sonne, une vidéo typique. Là. Il a fait un genre de compilation. Vous allez voir, c'est quand même intense. Juste les sons là, de eux. Là. Je vais mettre un peu de contexte. La musique qu'on entend, c'est pas une musique que lui a mis. C'est la musique qui a dans le resto qui a décollé sans qu'il demande. Là. Vous allez voir. I don't understand this. I really don't. Oh my god. 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 Okay, we need to get the lights on. Please come with me. Please come with me. Please go to the switch. Go to the main panel. Just go to the main panel. Okay, turn them on. Okay. Get the lights. Get the lights. Get the lights. Vous voyez le genre. Mon Dieu. Et là, soit que c'est des très bons acteurs ou soit qu'ils ont peur pour vrai. Ah oui, exact. Là. Puis ça, c'était le moment où justement, il y a plein de choses qui tombent autour de lui. Il y a un balai qui tombe, il y a quelque chose sur le mur qui tombe. On le voit tomber dans la vidéo. Aucun doute que si c'est un comédien, il se donne beaucoup. Oui, puis sa collègue aussi. Oui. On dirait que les cris sont comme authentiques. Oui, vraiment. Ouais, c'est ça. Il y a une différence entre jouer un cri et qu'il soit naturel. Oui, quand absolument. même. Ben oui.
Puis là, ça prend une autre tournure, tout ça, là, lorsqu'il regarde des vidéos de surveillance avec les membres de son équipe, il y a une drôle de femme distorsionnée derrière le comptoir du resto. Quand on le voit d'une caméra de surveillance de loin, de face, on voit que c'est une femme qui se tient derrière le comptoir, genre derrière la caisse. Mais quand on voit le même plan de la caméra du haut qui filme le haut du comptoir caisse pour monitorer les échanges de monnaie et autres, c'est comme une genre peu, j'ai tendance à dire un esprit, mais c'est une forme un peu flottante dans l'air, qui change un peu. C'est vraiment fucked up. Là. La femme est vraiment distorsionnée, là, comme si elle bougeait un peu dans l'espace. Elle n'est pas complètement opaque. Là. Donc, un peu comme un nuage en mouvement, si tu veux. Oui, c'est ça. Un nuage là, dans le fond, qui change sa forme, mais devant tes yeux. Genre, là, donc vraiment terrifiant. Là. Ouais. On dirait que l'esprit ou encore les esprits le suivent un peu partout où il va. Là. Dans une de ses dernières vidéos sur le sujet, il est dans la maison de ses parents, donc il retourne dans la maison de ses parents. Il est avec sa mère, qui est d'ailleurs présente dans la vidéo, puis ils entendent soudainement un bébé pleurer dans la maison. Voyons donc. Puis ça, c'est troublant, un son de bébé qui pleure. Puis quand il filme... Puis même quand il y a un bébé avec, là. Ah oui, ça, effectivement. Puis quand il filme, il y a la télécommande de la télé qui tombe au sol, la lumière du plafond qui scintille constamment, puis il y a sa mère qui filme aussi en même temps, qui est terrifiée. Okay. Puis il y a, encore une fois, la télé s'éteint dans la maison. Encore une fois, The Ghost in the Machine est bien présent. Il n'y a rien rien ne va plus. Là. C'est vraiment le bordel. Et là, Nick prend une bonne pause, puis bon, il a cessé de publier sur TikTok, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Donc, il se passe encore des choses de son côté, apparemment, puis il essaie de les compiler du mieux qu'il peut, puis de tenter éventuellement de sortir quelque chose qui est plus concis autour de tout ça, parce qu'en ce moment, c'est comme une dompe là, sur TikTok où il télécharge ses trucs. Ben, il va au fur et à mesure, dans le fond. Ben oui, puis il veut que tout soit cohérent, puis que bon, les gens puissent suivre un petit peu. Donc, tout en demeurant sceptique, mais on dirait que Nick n'a pas grand-chose à gagner à faire semblant de tout ça. Il ne travaille pas en cinéma, par exemple. Il n'essaie pas de vendre une série télé ou encore de vendre une série Netflix ou de vendre un livre ou autre chose. Puis sa page TikTok n'est pas monétisée non plus. Il ne fait pas d'argent avec ça. Il n'y a pas de partenaire commercial. Non, c'est ça. C'est un employé de restaurant qui vit sa vie bien normalement. Puis il met du temps sur TikTok, puis il a publié ça. Par contre, il a quand même récolté un bon nombre d'abonnés. Hein. Je pense qu'il est rendu à plus de 500 000 abonnés sur TikTok autour de ça, mais il ne semble pas réellement en profiter. Il n'a pas lancé une marque de linge là, autour de ça. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mobile à fausser toutes ces manifestations d'esprit-là. C'est bizarre un peu. Là. Donc, c'est un peu comme ça que ça se termine. Mais honnêtement, là, pour avoir une soirée d'Halloween bien remplie, allez vous taper là, en rafale. Puis il y a sûrement des compilations sur YouTube. Il y a sûrement des gens qui ont tout compilé les TikTok. Mais son profil, c'est Nick Cimino68 sur TikTok. Puis vous allez voir, vous allez passer une bonne soirée d'Halloween si vous allez écouter ça en rafale. Puis on risque peut-être d'en entendre parler encore. Là, éventuellement, donc on va vous tenir au courant. Puis, tu sais, peut-être, petite parenthèse, Nick, c'est pas le seul TikToker qui vit des épisodes de hantise, même qu'il y a plusieurs vidéos TikTok assez bizarres. Je vous conseille d'aller voir le profil d'une artiste qui s'appelle iBloodT. C'est 2 I, Blood, B-L-O-O-D et T-T-E-A, qui, elle voit une vieille dame vraiment creepy à plein d'endroits dans sa vie. Là. Ah, God, Puis c'est ça aussi, là, sérieux, ça donne vraiment la frousse. Elle le voit tout d'abord dans un boisé près de sa maison, en voiture, puis elle la filme. Elle la filme la première fois, c'est pas très clair, mais à un moment donné, elle la filme vraiment détaillée. Là, puis c'est vraiment un personnage, une genre de dame qui a l'air morte, qui est frêle, qui se déplace un peu en tremblant. Vraiment, vraiment bizarre. Elle la voit dans sa voiture aussi, assise au volant de sa voiture, dans le stationnement souterrain. Elle la filme encore une fois. C'est vraiment étrange. Puis elle va même être vue, cette dame-là, à un moment donné, dans un TikTok. La fille iBloodT, elle entend quelqu'un qui joue sur sa serrure de porte, qui essaie d'ouvrir la porte. Elle se pointe, puis elle va filmer au travers de l'œil de bœuf.
Puis là, on la voit, la dame est en train de bidouiller, puis elle, oh my God, elle sait pas quoi faire. Puis elle ouvre la porte, et en filmant, puis quand elle ouvre la porte, il y a personne. Oh my God, mais on la voit dans le plan d'avant, dans l'œil de bœuf. Là, c'est vraiment freakant. Donc, encore une fois, c'est un drôle de cas. C'est sûr que ça peut être une comédienne ou quelqu'un qui est maquillé, mais le fait qu'il ne profite pas de son succès, c'est un bon indice quand même. Ouais, Moi, j'avoue qu'a priori, je suis toujours sceptique. Les histoires paranormales, je les adore, aussi, mais je suis toujours très sceptique. Puis celle-là, je ne sais pas trop quoi en penser. J'avoue, sans voir les images, là, bien entendu, là, c'est en audio, mais j'avoue que je suis pas sûr. Il y a trop d'éléments qui laissent un doute, justement, sur peut-être que ça se pourrait, tu sais. Ouais, c'est bien curieux comme histoire. Vraiment. Même chose parce que de base, j'aurais pas choisi un cas de hantise pour notre spécial Halloween, les boys. Tu sais, je serais allé dans une autre direction, sans doute. Mais quand j'ai vu, je suis tombé là-dessus cette semaine, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, hey boy, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose là. Du moins, ça amène un thrill. Hein, c'est ça qu'on recherche à l'Halloween. On cherche des émotions fortes. On veut y croire. Ben oui, on a beau être sceptique, nous les premiers, on veut y croire. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui nous donne des émotions fortes et des frissons dans le dos. Oh yes! Donc, ça conclut un peu notre spécial Halloween 2021, les gars. C'était très agréable. Encore une fois, chapeau à l'originalité de vos histoires. Hein. Ouais, c'était le fun. On a tiré un peu partout. Hein. Oui, exactement. Ouais, on n'était pas tous dans la même catégorie. Fait que ça donne, comme tu dis, une belle diversité. C'était le fun. Ben oui, exactement. Donc, messieurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver en votre compagnie à l'Halloween. En fait, je pense que c'est ce que j'anticipe le plus à l'Halloween à chaque année. C'est pas les bonbons. C'est cet épisode-là. C'est plus les bonbons. Non, c'est plus les bonbons. Merci à tous, chers auditeurs. Merci à toi, Seb. Vous savez où nous trouver, Distorsion. On est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter aussi, Distorsion Podcast ou Distorsion Pod, bien sûr. On est sur YouTube, évidemment. Merci aussi à nos membres Patreon. On vous revient en quelques secondes pour un shout-out. Mais tout d'abord, Simon, si vous voulez retrouver Simon, son podcast Ars Moriendi revient bientôt, je crois. Oui, moi je me stresse plus avec les deadlines, donc je vise un retour sur Patreon en décembre et sur toutes les plateformes en janvier. When it's ready. Exactement, j'ai pas le goût de le presser, j'ai le goût de le faire avec amour. Oh oui. Ben merci de ta présence, mon cher. On a réussi à te voler quelques heures de ton temps. C'est très généreux de ta part. Ben voyons, c'est toujours un plaisir de passer un petit peu de temps avec vous autres puis de se raconter des histoires de peur. Oui. Merci à André Beaupré, notre monteur. Shout-out à toi, mon cher André. Oui. Et Seb, je te laisse remercier nos premiers Patreons. Oh oui. Manon G, Isabelle P, Anne L, Annie D et Charles-Vincent C. Je vous aime. On veut donner un gros shout-out à Evie L, Laurence M, Julie T.O., Pierre-Luc H et Marie-Hélène P. Et je continue avec Marie-Émilie R, Lab M, Julien E, Danny G et Guillaume T. High five. Un gros câlin à Christina L, Claudia P, Steph C, Annick T.G. et Pascal R.C. Ça fait beaucoup d'acronymes. Oh oui, et on conclut avec Gaétan G, Marie-Pierre S, Marie-Claude T, Tina B et Jessica G. Plein d'amour pour vous. Shout out à vous. Et pour terminer, Simon, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Comme c'est le mois des morts, hein, vous savez que les âmes perdues nous entourent. Si le vent se lève, tendez l'oreille, il y a peut-être un message pour vous. Oh.